Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, assez complexe. On va plonger dans les idées d'un livre qui a fait pas mal de vagues, Discrimination and Disparities de Thomas Sowell. Un livre qui bouscule un peu notre manière habituelle de voir les inégalités. Et vous allez voir, ce livre ne prend pas de gants. Il s'attaque à une question qui est au cœur de quasiment tous les grands débats de société actuels, une question à la fois fondamentale et, soyons honnêtes, assez sensible. Et cette question, la voilà. Pourquoi est-ce que certains groupes semblent réussir bien mieux que d'autres? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion de l'auteur. Alors, en général, quand on pose cette question, on a deux grandes réponses qui fusent. D'un côté, certains parlent de différences innées, de génétique. De l'autre, on pointe du doigt la discrimination, le traitement injuste. L'auteur, lui, nous dit « Attendez, et si c'était plus compliqué que ça ?» Il nous propose de creuser un peu plus loin. Pour bien suivre son raisonnement, on va explorer 4 idées principales. D'abord, on va parler de ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, on va décortiquer le mot discrimination. Vous verrez, c'est pas si simple. Après ça, on verra comment les gens se regroupent naturellement. Et pour finir, on essaiera de voir comment tout ça nous aide à voir les inégalités sous un autre angle. Allez, on attaque avec le premier point, la recette du succès. Et là, on a tout de suite une idée un peu à contre-courant. L'idée que le succès, finalement, c'est peut-être moins une question de talent pur ou d'effort acharné que le résultat d'une combinaison de facteurs bien précis, vraiment indispensable. Le principe est assez simple à comprendre. Imaginez que pour réussir quelque chose, il faut cocher plusieurs cases, plusieurs prérequis. Eh bien, s'il manque une seule de ces cases, ce n'est pas un succès partiel, non. C'est l'échec, purement et simplement. Pour illustrer ça, le livre prend un exemple chiffré, très parlant. Disons qu'il y a 5 conditions pour réussir. Et imaginons qu'on a de bonnes chances, disons 2 chances sur 3, de remplir chacune de ces conditions. Eh bien, la probabilité d'avoir les 5 en même temps, elle chute de manière spectaculaire. On tombe à environ 1 chance sur 8. C'est fou, non? Et c'est ça, le point clé. Avoir 4 conditions sur 5, ce n'est pas être à 80% du succès. Non, dans beaucoup de domaines, c'est 100% de l'échec. Si tout est nécessaire, alors manquer un seul élément, c'est tout rater. Et cette logique, on la retrouve partout dans le monde réel. Les résultats sont rarement distribués de manière égale. Prenez le golf pro par exemple. C'est toujours une toute petite poignée de champions qui raflent une part énorme des victoires. C'est l'illustration parfaite de cette distribution très inégale. Et ce qui est vrai pour les individus, l'est aussi pour des nations entières. L'exemple de la Chine est frappant. Au XIVe siècle, c'était la première puissance technologique mondiale. Et puis, une seule décision politique, celle de s'isoler complètement, a suffi. Ils ont abandonné un prérequis clé et quelques siècles plus tard, ils étaient loin derrière l'Europe. Bon, passons maintenant à notre deuxième grand thème. Et là, on touche à un mot lourd de sens, un mot qui est au cœur de tout le débat, la discrimination. Le livre nous invite vraiment à le regarder de plus près, à le déconstruire. L'auteur commence par dire qu'il n'y a pas une discrimination, mais au moins 2. La discrimination I, c'est simplement le fait de faire des choix, de faire la différence entre des choses ou des gens en se basant sur des faits. Et puis il y a la discrimination II. Et là, c'est tout autre chose. C'est traiter des gens différemment par pur préjugé, par hostilité envers leur groupe. Et même dans la première catégorie, celle basée sur les faits, il y a une nuance importante. D'un côté, il y a l'idéal, juger chaque personne comme un individu unique. C'est ce qu'il appelle le type IA. Mais soyons réalistes, parfois c'est impossible ou beaucoup trop cher de faire ça. Alors on se base sur des moyennes de groupe, des statistiques, c'est le type IB. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment importante. Celle des résultats qui émergent d'un système sans que personne ne les ait voulus comme tels. C'est un peu ce que disait Friedrich Engels avec cette citation. Au final, le résultat n'est pas forcément ce que les gens avaient en tête au départ. Là où ça devient super intéressant, c'est quand on parle du coût de la discrimination. Parce que ce coût change tout. Dans un marché où il y a de la concurrence, si vous discriminez, ça vous coûte de l'argent. Vous passez à côté de bons employés, vous perdez des clients. Par contre, dans un monopole ou disons dans une administration publique, ce coût économique n'existe plus vraiment. Et du coup, la discrimination basée sur des simples préjugés a beaucoup plus de chances d'apparaître. Ok, troisième grande idée, on va parler de quelque chose qu'on observe partout. Les gens ont tendance à se regrouper. Et pas n'importe comment, de manière pas du tout aléatoire et souvent sans que personne ne les y force. Et c'est un phénomène qu'on retrouve absolument partout, à toutes les époques. Le livre donne plein d'exemples, des Italiens d'une certaine région qui se regroupent en Australie, à New York, les immigrés allemands qui ne se mélangeaient pas tous, mais se regroupaient selon leur province d'origine. C'est vraiment une tendance humaine de fond. Et attention, ce qui est crucial, c'est que ce tri, il ne se fait pas juste entre les grands groupes. Il se fait aussi à l'intérieur de ces groupes. Une étude citée dans le livre sur la communauté noire de Chicago dans les années 30 est incroyable. D'un quartier à l'autre, les taux de délinquance, par exemple, passaient de moins de 2% à plus de 40%.
Des mondes complètement différents au sein d'une même communauté. Bon, on a nos 3 pièces du puzzle. L'idée des prérequis, la question des coûts de la discrimination et ce phénomène de tri naturel. Maintenant, assemblons tout ça. Voyons comment ça nous donne une grille de lecture différente pour analyser les inégalités. Il y a une citation de l'historien David Landes qui résume ça parfaitement. Le monde n'a jamais été un terrain de jeu équitable. En gros, l'idée, c'est que les résultats inégaux, c'est peut-être la norme, et pas forcément la preuve qu'il y a une injustice ou une mauvaise intention derrière. Pour résumer, si on combine ces 3 facteurs, les prérequis multiples pour le succès, les coûts variables de la discrimination et le tri naturel des populations, on arrive à une conclusion: s'attendre à des résultats égaux partout, tout le temps, c'est peut-être pas réaliste. Les disparités, les inégalités peuvent avoir des tas de causes qui s'entremêlent. Et donc on termine sur une question qui est vraiment le cœur du défi que pose ce livre. Une question qui laisse à réfléchir. Si les disparités ne sont pas automatiquement la preuve d'une discrimination, alors comment est-ce qu'on doit aborder la question des inégalités? Ça change pas mal de choses, non?